Salut tout le monde, salut à toutes, salut à tous, salut les geeks, salut les geekettes. Bienvenue dans ce premier numéro de Supplément Geek, le podcast qui va parler de comics, de mangas et de films que j'ai lus, que j'ai vus. Et au menu aujourd'hui, on va parler de The Wicked plus The Divine, on va parler de The Promised Neverland et on va parler de Proxima. Ensuite, on va aussi parler des sorties que j'attends avec impatience. Et on va commencer sans plus attendre avec le tu sors ou je te sors. Tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Dans le tu sors ou je te sors aujourd'hui, on va parler donc de The Wicked The Divine, qui est un comics édité par Glénat Comics, qui fait quand même des choses de qualité en termes de comics, et en termes de manga également, ils sont assez forts. Alors je lis pas assez de vraies bandes dessinées pour parler de ce qu'ils font, mais en tout cas niveau comics, ils sont plutôt doués, les coquins. The Wicked The Divine, qui aux États-Unis est édité par Image, si je dis pas de bêtises, comme souvent d'ailleurs chez Glénat, ils ont beaucoup de choses de chez Image, qui a été créé par Kieron Gillen et Jamie McKelvey. Et aux couleurs, c'est Matthew Wilson. Alors, je suis désolé pour les accents, vous m'en voulez pas. Les copains, va falloir vous y faire. J'ai un accent tout pourri. Bon, mais je reste un mec sympa. The Wicked The Divine, donc Matthew Wilson, oui, je voulais en parler du coloriste, parce que souvent dans les comics, ce sont des rôles de second plan. Là, clairement, pour moi, c'est hyper important dans ce comics, parce qu'il a une patte pop de dingue, et ça colle tout à fait avec le scénario, avec ce qu'ils ont voulu mettre dans leur histoire, parce que, pour vous faire un petit point, là on est au tome 8, d'accord, qui est sorti donc le 1er juillet. Alors je l'ai lu seulement là récemment, il y a quelques jours, j'enregistre, on est le 24 août quand j'enregistre, je l'ai dû le lire il y a une semaine à peine ce tome, donc avec plus d'un mois de retard. Et l'histoire de The Wicked The Divine, on suit Laura, qui est une jeune anglaise, londonienne, qui, par un heureux hasard, se retrouve à côtoyer le Panthéon. Alors vous voyez pas là, j'ai fait des guillemets avec mes jolis petits doigts pour dire Panthéon, forcément c'est pas très radiophonique. Et donc ce Panthéon, c'est 12 dieux. Alors ces dieux, d'où ils viennent? Ce sont 12 personnes, comme vous et moi, peut-être plus jeunes, parce que moi j'ai plus de 30 ans, et ce sont plutôt des jeunes du style, on va dire entre 15 et 20, 25 peut-être au maximum. Et ils sont choisis un peu au hasard pour devenir des dieux. Les dieux, ce sont plutôt des icônes de la pop. Là, dans cette histoire, surtout de la musique, on reconnaît vraiment des traits de David Bowie, par exemple, notamment avec l'éclair sur son visage, ou de Daft Punk, puisqu'on a un des dieux qui a un masque un peu comme eux. Je pense que c'est voulu et c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment des clins d'œil qu'on adore. Et ces dieux, une fois qu'ils sont choisis et qu'ils sont désignés, ils n'ont plus que 2 ans à vivre. Et ça recommence tous les 90 ans. Alors j'ai dit heureux hasard, je crois. Je suis pas sûr que ce soit tellement heureux, puisque du coup, comme je vous dis, ils meurent tous les 2 ans. Et en plus de ça, au moment où notre amie Laura arrive au sein de ce panthéon, qui elle c'est pas une déesse, c'est une personne normale, un meurtre a lieu justement dans le groupe du panthéon des dieux. Je vais pas en dire plus que ça sur le synopsis parce que j'ai pas envie de vous spoiler ce comics. Faut que vous fassiez l'idée par vous-même. Le but c'est quand même que vous le lisiez. Et là sur le tome 8, on n'est pas du tout sur la ligne qu'on suit généralement. Là on est sur ce qui s'est passé avant. Donc sur les autres dieux qui étaient là 90 ans avant et encore bien avant et encore bien avant. On a notamment une histoire en 1373 qui se passe en France, à Avignon, qui est génialissime, sur fond de peste. C'est vraiment génial, vraiment génial. Un peu plus sombre que ce qu'ils nous font d'habitude, où c'est vraiment bleu, rose, très coloré. Là, c'est beaucoup plus sombre, ça colle beaucoup plus avec l'époque. C'est quand même très bien. Alors c'est plusieurs histoires comme ça, on revient sur du Jules César par exemple, on revient donc sur 1373, on revient sur une époque qui fait un peu plus penser à Jules Verne par exemple. Cette partie-là dans le comic c'est vraiment très bien. Alors faut savoir qu'aux États-Unis ça n'a pas été fait de la même façon, puisque ces histoires sont insérées entre les chapitres en gros, et donc les Américains ont pu
suivre ce qui s'est passé avant l'histoire originale, enfin l'histoire qu'on suit nous, si vous préférez. Alors que nous, là, on nous coupe le truc. C'est-à-dire que moi, j'ai attendu pendant, je sais pas, 3-4 mois peut-être, que ce tome sorte pour finalement percevoir qu'on n'allait pas suivre les héros qu'on aime. Alors ça a quand même son importance. J'aurais quand même peut-être préféré que finalement ce soit comme aux États-Unis, que ce soit entrecoupé dans les autres tomes. Bon, c'est pas grave, ça reste quand même quelque chose de très bien, j'ai apprécié à le lire. Mais quand même, voilà, je voulais le dire, parce que j'ai envie de le dire. Et après, ces petites histoires où on revient dans le passé, on revient sur un épisode spécial Noël, bon, qui est un peu sympa, qui apporte rien de particulier. Et ensuite, ils ont ce qu'ils ont appelé les funnies, où là, c'est vraiment des histoires très très courtes. On sent qu'ils ont appelé des gens qu'ils aiment, donc Kieron et Jamie. Ils ont appelé leurs potes pour pouvoir faire des petites histoires courtes autour de l'univers de The Wicked plus The Divine. Bon, moi, j'ai pas aimé plus que ça. Pourtant, je suis un mec drôle dans la vie, hein, mais là, les petites histoires un peu marrantes, bon, il y en a une où on retrouve justement Kieron et Jamie dans un bar. Je vais pas en dire plus non plus, parce que j'ai toujours pas envie de spoiler, qui est plutôt sympa. Voilà, c'est rigolo, c'est mignon à voir, mais c'était pas nécessaire, ça apporte pas grand chose à l'histoire, quoi. En tout cas, The Wicked the Divine, je recommande vraiment dans son intégralité. J'ai hâte d'avoir le tome 9, puisque ce sera le dernier, normalement, enfin il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment la fin. Faut savoir que The Wicked the Divine devrait, alors j'espère que ce sera pas Netflix, parce qu'ils font pas toujours des choses de qualité quand ils adaptent les comics, mais ça devrait être adapté à la télé. Si c'est bien fait, ça peut être cool. Voilà, si c'est bien fait, ça peut être cool. Nos deux amis d'ailleurs, Kieron et Jamie, avaient déjà frappé fort, hein, parce qu'ils avaient fait Phonogramme. Phonogramme qui, pareil, hein, très pop anglaise. C'est beaucoup plus axé sur la musique vraiment, parce qu'ils nous donnent des morceaux dans Phonogramme à écouter pendant qu'on lit, et je trouve ça super intéressant. En France, Glénat a sorti le premier tome, mais si vous voulez avoir l'intégralité, il va falloir lire de l'anglais, prendre ce qui a été édité chez Image. Je sais pas trop encore comment je vais faire pour ce podcast, hein, c'est le premier que j'enregistre, donc on s'améliorera par la suite. Je pense que je vais quand même mettre des notes quand je vais lire quelque chose et que j'en parlerai ici. Pour The Wicked the Divine, clairement, ce tome 8, je vais lui mettre la note de... Je vais lui mettre 3,5. 3,5 sur 5. Pas sur 20, hein, 3,5 sur 5. C'est pas quand même dégueulasse comme note non plus. Et quand même, c'est pas une note plus élevée que ça, parce que vraiment, ça m'a manqué de suivre mes héros favoris de cette histoire. Donc je lui mets pas une note plus élevée. Pour vous donner une idée, la série en elle-même, je lui mettrais un 4,5 sur 5. Parce que c'est vraiment génial, c'est tout ce que j'aime, très coloré, et c'est savoureux. Et voilà. Et on va passer tout de suite à The Promised Neverland. Donc cette fois-ci un manga. Dans ce podcast, je vais toujours faire ça, je pense. Un comics, un manga, un film. Je sais pas si je vais le faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines. J'en ai aucune idée, les copains. Donc on va voir ça. Voilà, je pense que c'est une bonne ligne de faire un comics, un manga, un ciné. Et donc là, j'ai choisi The Promised Neverland. On en est déjà au tome 15. Si vous connaissez pas The Promised Neverland, c'est que vous vivez dans une grotte, je pense. Et au cas où vous seriez en train de taper sur vos murs et de peindre des fresques avec vos doigts dans votre grotte, je vais vous faire un petit résumé quand même. The Promised Neverland, scénario complètement dingue de Kayu Shirai, dessiné par Posuka Demizu. C'est sorti chez Kazé. Kazé d'ailleurs qui a un problème avec son site internet. Hein, c'est un peu relou. Mais j'ai très envie qu'il revienne vite, parce que là j'ai pas mon calendrier, je suis pas bien. Donc Kazé, si vous m'écoutez, ce qui m'étonnerait, dépêchez-vous de refaire votre site internet. Merci. Et donc, dans le premier tome de The Promised Neverland, on suit 3 personnages, 3 petits personnages puisque ce sont des enfants, Ray, Emma et Norman. C'est des tronches, hein, je vais pas vous mentir, nous à côté on est des gros nazes, on a vraiment un QI de blette par rapport à eux. Et dans cet orphelinat, parce que c'est dans un orphelinat donc,
Il y a toute une famille, toute une fratrie, ils sont tous ensemble, ils ont l'air d'être plutôt heureux d'ailleurs. Et arrivés à un certain âge, ils sont, ils sont adoptés. Je crois que c'est au-delà de 12 ans, ils s'en vont, ils sont adoptés forcément. En tout cas, s'ils ont des bons résultats à leur contrôle, ils sont adoptés le plus tard possible. Ceux qui sont moins intelligents, ceux qui ont les moins bons résultats, sont ceux qui sont adoptés le plus vite. Étrange, n'est-ce pas? Donc on les voit quand même beaucoup travailler, on voit qu'ils font des contrôles, des choses que nous on pourrait pas faire, hein, parce que ça a l'air d'être quelque chose d'assez compliqué. Ils y arrivent avec brio, nos trois protagonistes. Ce sont vraiment nos trois héros sont, comme je vous l'ai dit, très très intelligents. Et ils se rendent compte que finalement, cet orphelinat c'est plutôt un centre d'élevage, et eux en fait c'est du bétail. Je vais pas vous dire pour qui ce sont du bétail, puisque j'ai pas envie de spoiler encore une fois ce que je vous raconte, les histoires que j'ai envie que vous alliez découvrir. Et donc ils vont tout faire pour s'échapper. Nos trois héros sont tellement intelligents que quand ils vont essayer de s'échapper, de faire des plans pour partir, il y a une matrone, hein, vous imaginez bien que c'est pas un orphelinat sans personne pour les surveiller, bah, va falloir qu'ils trouvent des stratagèmes pour s'enfuir, sachant qu'ils sont au milieu de nulle part et qu'ils savent pas ce qu'il y a au-delà de l'orphelinat. Et c'est assez intéressant justement de voir tout ce qu'ils font pour partir, tous les plans qu'ils imaginent. Et c'est en ça que c'est vraiment génial ce manga, parce que rien n'est laissé au hasard. Et dans ce tome 15, on est déjà au tome 15, il me semble qu'il y en aura 20 en tout. On n'est pas loin de la fin quand même, hein. Bon, on a encore quelques mois avant de voir vraiment la fin, mais on est quand même pas loin. Dans ce tome 15, toujours pareil, c'est complètement dingue. Toujours un scénario complètement fou, des plans complètement dingues, on est toujours surpris de ce qui se passe. C'est un peu horrible parce que je peux pas vous spoiler, je peux pas vous dire ce qui se passe pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, vraiment, la première partie de ce tome 15 est un petit peu plus politique. Je vais pas dire de la parlotte, mais des discussions. Des discussions toujours alambiquées, ça va dans tous les sens, mais c'est génial. Et même quand ça discute comme ça perd pas de rythme. Et c'est ça qui est génial dans ce manga, c'est que le rythme est toujours soutenu, même quand il n'y a pas réellement d'action. Et ça, c'est ce qui fait la force du scénario de Caillou, hein, un petit caillou, Shirai. Parfait. Et la deuxième partie de ce tome, on repart un petit peu à l'aventure. Pas forcément la deuxième partie, mais on va dire vraiment vers la fin de ce tome. On repart à l'aventure, notamment avec Rei et Emma. Et là, on redécouvre quelque chose de nouveau, on redécouvre un extérieur un peu particulier. C'est vraiment top, toujours du top. Voilà, The Promised Neverland, jamais déçu. Pour le système de notation, on va continuer sur les notes, je trouve ça plutôt cool, parce que du coup, ça vous donne une idée vraiment de ce que j'en ai pensé plutôt précise. Ce tome 8, je lui mettrais... Ce tome 15, pardon, je lui mettrais vraiment un 4 sur 5. Je crois qu'il n'y a aucun tome de The Promised Neverland qui va en dessous de 4. Donc imaginez comme la série est vraiment top. Là, je lui mettrais un 4,5 sur 5, voire un 5 sur 5 presque, si je devais mettre une note sur la série. Alors j'ai pas eu la fin, ça se trouve ça changera, hein. Parfois les fins, on sait que c'est pas forcément... c'est difficile de réussir une fin. En tout cas, jusque-là, on est sur du 4,5 facile, quoi. Si vous avez la flemme de lire, vous avez l'animé d'ailleurs, hein, qui est disponible sur Wakanim ou sur ADN, il me semble, sur les deux, je crois. Par contre, voilà, la série animée, on est sur... En gros, si on doit remettre par rapport au papier, on est à 5 tomes. Là, on en est déjà à 15 en papier, donc vous imaginez bien qu'on est beaucoup plus loin et qu'on a vu des choses que les gens qui n'ont fait que regarder l'animé n'ont toujours pas découvertes. Mais regardez quand même l'animé. Moi, je suis rentré dedans grâce à l'animé, hein. Ma copine qui m'en avait parlé, qui m'a dit mais si, regarde, c'est pas si enfantin, parce qu'au début, on peut croire que c'est vraiment qu'une histoire d'enfant, c'est un peu mignon, voilà. Bon, finalement, pas du tout. Au contraire, même. Sautez dessus, regardez l'animé si vous avez la flemme de lire. Lisez si vous voulez aller plus loin dans l'histoire. C'est vraiment top. Et le tome 15 est sorti très récemment, puisqu'il est sorti du coup le 19 août. Donc là j'enregistre, on est le 24 août, donc vous voyez, c'est vraiment tout récent. Je sais pas quand est-ce que ce podcast sera diffusé d'ailleurs, je dis ça, mais ça se trouve, on est en septembre maintenant, pour vous qui m'écoutez, et même beaucoup plus loin. En tout cas, lisez,
et regardez l'animé The Promised Neverland, je vous le conseille. On passe tout de suite à Proxima. Proxima est sorti au cinéma fin novembre, le 27 novembre 2019. Donc c'est pas vraiment récent. Mais j'en parle quand même parce que il vient d'arriver sur Calplay. Donc je l'ai regardé, puisque je l'avais loupé au cinéma et j'étais un peu déçu. C'est un film de Alice Winocourt. Alors moi je la connaissais que en tant que scénariste, puisqu'elle avait fait l'incroyable Mustang. Et je sais pas vraiment si elle a réalisé d'autres choses avant. Je vais regarder sur Allociné. Allociné, c'est sympa. On a plein de choses. Ça charge les copains. Donc Proxima, c'est son dernier film. Elle avait fait en 2015 Maryland, que je connais pas, Augustine, Pina Colada, Magic Paris et Kitchen. Beaucoup de courts-métrages en fait. Augustine, Pina Colada et Magic sont des courts-métrages. Elle a fait comme scénariste donc Proxima évidemment. Mignonne, qui est déjà sorti, Mignonne. Ah non, Mignonne qui vient de sortir, le 19. Donc il vient de sortir, Mignonne. Elle a été scénariste donc de Maryland, de Mustang et de beaucoup de choses. Enfin bon, bref. Alice Winocourt, donc, qui est, si je dis pas de bêtises, française. Je pensais qu'elle était belge. Elle est française. Et donc ce film est plutôt bien. Très bien quand même. Avec Matt Dillon et Eva Green. Matt Dillon, qui, on sait pas pourquoi, est misogyne et horrible au début du film et d'un claquement de doigts devient quelqu'un de sympa. Et Eva Green, qui joue une cosmonaute qui va bientôt partir en mission dans l'espace et qui est aussi une maman. Et ça, c'est vraiment très particulier, c'est très original comme scénario, puisque là, on suit l'entraînement d'une personne, on la voit s'entraîner, et on la voit aussi se préparer à se séparer de sa fille. Alors, ce qui est assez intéressant dans le film, finalement, c'est qu'on voit que quand un père se sépare de ses enfants, ça choque pas grand monde. Par contre, quand une mère se sépare de ses enfants, là, on a l'impression que c'est quelque chose de bizarre. Alors, je sais pas si parce que mes parents étaient divorcés, je l'ai pas vécu de la même façon, ou je sais pas. Alors, j'ai jamais été séparé de mes parents, peut-être aussi, plus que ça. Mais moi, ça me paraît tout aussi fou qu'un père se quitte ses enfants pendant une longue période. Une mère, pour moi, c'est la même chose. Bon, apparemment, dans l'imaginaire collectif, c'est pas ça. On va pas se mentir, les gens sont pas tous égaux face à ce genre de choses. Et donc, du coup, on voit quand même que c'est compliqué, parce qu'autour d'elle, les gens sont pas forcément sympas, la poussent pas forcément à partir, ils comprennent pas forcément qu'elle veuille aller dans l'espace et qu'elle laisse son enfant, alors que les hommes, on s'en fout, quoi. J'adore ça, je trouve ça que c'est vraiment un parti pris génial. Et Eva Green, au début du film, est peut-être un peu moyenne. En termes d'acting, elle est un peu moyenne au début du film. Je trouve qu'elle joue mieux en anglais qu'en français. Et je l'avais déjà repéré avant ça. Dans Penny Dreadful, elle est génialissime. Je comprends qu'on n'aime pas la série, moi je l'ai adorée. Et en grande partie grâce à Eva Green, qui, je trouve, a un rôle de dingue dedans. Ça s'est arrêté au bon moment d'ailleurs. Bon là, je digresse. Et donc, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on voit une autre partie de la vie d'un astronaute ou d'un cosmonaute, puisque là, on les voit s'entraîner. On les voit pas dans l'espace. On les voit pas dans l'espace, c'est pas Ad Astra, c'est pas Interstellar, c'est pas des effets spéciaux à tout va. D'ailleurs, fait plutôt sympa, ça a été tourné dans des décors réels. D'ailleurs, on voit des vrais astronautes, puisqu'il y a Thomas Pesquet qui fait une petite apparition dans le film, c'est plutôt sympa. Oups, c'était peut-être un spoiler. Peut-être que vous vouliez pas le savoir. Bon, je suis désolé pour ceux qui voulaient pas le savoir. Mais c'est lâché, je suis désolé. Et donc, voilà, ce sont des décors réels, puisque c'est fait dans une base à l'Agence spatiale européenne. Et c'est également à Star City, donc une base, cette fois-ci, en Russie. Donc c'est plutôt cool de le voir ça, et ça se ressort dans le film. Alors par contre, je vais pas vous mentir, la photographie, je la trouve pas top. La photographie, elle est très moyenne. Je sais pas qui était le directeur de la photographie, mais franchement, moi j'ai pas kiffé. Voilà, c'est vraiment ce qui met un point négatif dans ce film. Ça, et comme je disais, Matt Dillon, qui, c'est un bon acteur, Matt Dillon, je l'aime bien. Là, son rôle est un peu moyen, il est misogyne au début du film. Tout de suite, comme je l'ai dit, je le refais, un claquement de doigts. Et il devient sympa. Alors, j'ai pas compris. Ça reste quand même un bon film, je vais pas vous mentir, j'ai eu ma petite larmichette. Ma copine s'est pas moquée de moi parce qu'elle est sympa, mais franchement, à sa place, je me serais moqué de moi-même. Et voilà, pour cet aspect un peu original de l'astronaute,
qui doit se séparer de sa famille, faut le regarder. Je pense qu'il faut le regarder. C'est pas un grand film, mais c'est touchant. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup. Encore une fois, voilà, je vais mettre ma petite note. Je pense qu'on peut lui mettre un 3,5 sur 5. Il aurait pu avoir un 4 sur 5 si la photographie avait été meilleure. Il aurait pu avoir un 4,5 sur 5 si Eva Green avait peut-être une façon de jouer au début du film, parce qu'après elle est bien, hein, un petit peu plus engagée, on va dire. Je la sens un peu en dehors au début. Et le rôle de Matt Dillon, donc comme je disais, voilà, qui passe de misogyne à cool. Il aurait pu avoir 5 s'il n'y avait pas eu cet aspect-là, s'il était resté misogyne tout le long, ou si on avait eu quelque chose pour l'y emmener au côté sympathique. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça, quoi. Du claquement de doigts. Claquement de doigts. Et voilà, du coup, pour ce Tu sors ou je te sors. Et on va passer tout de suite à la boîte de chocolat. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Aujourd'hui, dans la boîte de chocolat, on va parler du comics October Faction. Alors la boîte de chocolat, c'est les prochaines sorties. Donc c'est des choses que j'attends là. Donc je les ai pas lues, je peux pas encore vous donner mon avis dessus, parce que je peux pas, c'est pas sorti. Et donc October Faction, le tome 2 qui sort le 26 août. J'enregistre le 24. Dans 2 jours, il est dans mes mains. Je sors de chez Album Comics. Je crois que j'attends même pas de rentrer chez moi pour le lire. Je me mets devant le pas de la porte et je le lis. Tellement j'ai adoré le premier. C'est Delcourt qui fait ce comics en France. Je sais pas qui c'est aux États-Unis. Je me suis pas forcément intéressé à ça. C'est un comics de Steve Niels et de Damian Worm. Ne regardez surtout pas la série Netflix. Elle est ignoble. Elle est ignoble. C'est rare que je sois méchant, mais oh non, en fait c'est pas vrai. C'est pas rare que je sois méchant. Je suis méchant tout le temps. Sur Netflix, on a l'impression de voir les effets spéciaux de Buffy. Je vous rappelle que Buffy, ça a plus de 20 ans, je pense. Je sais pas, moi, ça me fait penser. Je pense à High School Musical, parce que ça se passe un peu dans la même université, j'ai l'impression, vous voyez le style. Alors que on est tellement loin de ça dans le comics. Les personnages sont pas les mêmes, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur quelque chose de la famille Addams, encore plus dark, qui doit se taper contre des entités démoniaques. C'est génial, c'est ultra dark. Le dessin est très particulier, alors je comprends qu'on n'aime pas. Moi, j'adore. Comme je le disais, ça me fait penser un peu à du Tim Burton. Je trouve ça super cool. Vraiment, j'ai un amour pour ce comics qui est un peu barré, très sombre, très dark, ouais. Vraiment, j'adore. Et cette famille est très particulière, qui se connaît pas, on a l'impression, mais qui en même temps s'admire. Franchement, c'est vraiment top. C'est vraiment top, le scénario est un peu dingue. Lisez-le, j'attends le tome 2 vraiment avec impatience. Ensuite sort chez Panini Comics la mort de Wolverine. Alors la mort de Wolverine, c'est pas nouveau, hein. Là on est quand même sur un comics de légende, on va dire, quelque chose qui est déjà sorti il y a un moment. Mais bon, moi je l'ai pas lu, donc je l'attends vraiment avec impatience. Ça sort le 2 septembre. C'est un comics qui est un must-have. Alors, c'est comme ça qu'ils l'appellent, Panini Comics. C'est le nom vraiment, c'est Must-have Wolverine, la mort de Wolverine, tout savoir sur X-Men. Là, on suit Logan, qui a plus son pouvoir de guérison. Et du coup, il sait que il a plus vraiment beaucoup de temps. On sait pas par contre quel sens il va donner à sa vie, ou plutôt à sa mort. Et donc c'est Charles Soule et Steve McNiven au dessin qui ont fait ce comics. Voilà. Donc je l'attends pour pouvoir rattraper le retard. En vrai, c'est plus ça qu'autre chose. Donc ça, je vais le lire tout de suite. Et encore en comics, il y a Batman Dark Knight de Golden Child. Donc c'est un DC Black Label. Les derniers Black Label que j'ai lus sont plutôt très bons. Je pense notamment au Arline, qui est très très bien. On revient sur la vie d'Harley Quinn avant qu'elle devienne Harley Quinn. Donc vraiment Arline Quinzel, avec un Joker, on dirait une rockstar, le Joker dans cette œuvre. C'est génialissime.
Enfin bref, c'était juste pour parler du Black Label. Là, ça sort le 18 septembre, c'est pas tout de suite. Mais bon, c'est Batman. Je vais pas. Voilà, si vous me connaissez pas, ce qui est certainement le cas, Batman c'est mon chouchou. Je l'aime de tout mon cœur, ce bon vieux Batman. Comme c'est un Dark Knight, donc ça veut dire que c'est du Miller. Hein. C'est Raphaël Grandpa qui a l'illustration. Bon, Frank Miller, il y a des choses très très bonnes, généralement. On va oublier un tome de Dark Knight, je veux même pas en parler. Tout le reste, c'est quand même génial ici. Là, il y a une élection qui va soulever des émeutes qui vont dans la population gothamienne. On va retrouver Batwoman, Superwoman et d'autres protagonistes comme le fils de Superman ou Wonder Woman qui vont vouloir comprendre pourquoi les gens... pourquoi il y a des émeutes, en gros, pourquoi les gens se sont levés contre ces élections. Parce que derrière le candidat, c'est le seigneur de Apocalypse, Darkseid. Darkseid qui est quand même grand méchant de Superman, là qui arrive dans une histoire de Batman, on est content. C'est un petit comics, hein, c'est 130 pages. J'ai hâte quand même de le lire, voilà, parce que c'est Frank Miller, parce que c'est Batman. Si vous voulez, là je suis sur le site d'Urban Comics, et donc du coup, alors qu'une élection approche et provoque un soulèvement sans précédent au sein de la population de Gotham, Batwoman, Superwoman et son jeune frère, le fils de Superman et Wonder Woman, tentent de lever le voile sur la panique qui s'empare des citoyens de la ville. Car derrière le candidat populiste se cache le seigneur d'Apocalypse, le maître de l'antivie, Darkseid. On est d'accord que là, on a envie de le lire, donc c'est Frank Miller, Grandpa Raphaël qui font ce tome. 18 septembre de cette année, on a envie de le lire, quoi. On a vraiment envie de le lire. J'ai toujours aimé ce qu'a fait Frank Miller. Le Dark Knight, c'est la dinguerie ultime. C'est les meilleures histoires de Batman, je pense. Même si, allez, Alan Moore a quand même fait des choses très intéressantes. Et Snyder et Capullo, c'est génial également. On aime, hein. Mais bon, Frank Miller, ça reste un maître. Toujours dans quelque chose de très sombre. Et ça colle à Batman à fond. On passe au manga ? Ça vous dit les mangas ? En manga, on a Noise. Noise, enfin, la fin, parce que ça fait quand même un moment qu'on l'attend, ce tome 3 là. Le tome 1 et le 2 sont sortis, je pense, il y a plus de 6 mois. J'avais le tome 2 avant le confinement. Voilà, donc c'est vous dire. Et j'avais même peut-être bien avant le confinement. Là, il sort le 3 septembre. C'est Kiyun qui fait Noise. Tetsuya Tetsui. Je suis désolé pour la prononciation de Tetsuya Tetsui. Mais en tout cas, c'est un génie. C'est lui qui avait fait Prophétie, qui avait fait Manhole, qui sont vraiment... J'ai tout de Tetsuya Tetsui. C'est toujours entre 1 et 3 tomes. Ces histoires sont un peu folles. On suit un jeune homme qui vit dans un village, qui est pas forcément la grande joie dans ce village. Mais Keita, qui est un agriculteur qui vit là, qui est le héros en gros, il devient un peu la star du village parce qu'il il fait repartir l'économie de cet endroit grâce à ses figues. Voilà, le mec fait des figues. Et tout ça vient à être terni par l'arrivée d'un ancien prisonnier qui arrive dans son champ et qui cherche du boulot. Il se fait gentiment renvoyer par Keita. On essaye de voir un peu comment Keita va réagir face à lui, sachant qu'il sort de prison, mais c'est un meurtrier. En gros, on sait que c'est une affaire d'harcèlement et de meurtre. Keita doit protéger et sa ville et son champ, et les gens sont pas dupes. Ça va loin, c'est du Tetsuya Tetsui. Encore une fois, Prophétie, c'était quand même assez dingue. Poison City, qui a été un manga en 2 tomes, qu'il avait écrit pour la censure, puisque il me semble que Manhole avait été censuré au Japon sans même qu'il soit au courant. Donc, il a carrément fait un manga sur la censure, c'est génial, lisez-le. Lisez tout de Tetsuya Tetsui. Reset est vraiment un manga, c'est un one-shot qui est vraiment super cool. Là, Noise, pareil, on arrive au tome 3, on veut savoir la fin. Keita, il est un peu dans la mouise. Dans ce premier numéro de Noise, on voit bien que faut qu'il protège son champ, que en plus il a une famille qui est en train de splitter, clairement, parce qu'il a une petite fille et une femme, mais bon, elles en ont peut-être un petit peu marre de vivre dans un endroit qui est aussi perdu. Il n'a pas une vie super sympa, et surtout au moment où il rencontre ce personnage qui sort de prison, là, rien ne va plus, quoi. Donc là, lui et un de ses amis vont se retrouver un peu malgré eux dans le caca à cause de ce prisonnier qui revient, qui a été donc sorti de prison alors qu'il fait partie d'une affaire d'harcèlement et de meurtre. Donc là, lisez-le, pareil, c'est vraiment top. Noise, on s'ennuie pas. Tous les mangas de Tetsuya Tetsui, on s'ennuie pas. En manga, j'attends très 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 fort le tome 3 de Transparente.
Alors je sais pas pourquoi j'ai été attiré par ce manga, c'est la couverture qui m'a attiré en premier lieu. Rouge, avec juste une demoiselle en couverture. Rien de dégueulasse, hein, je vous rassure. Mais je sais pas, la simplicité de la couverture m'a attiré. Et quand j'ai ouvert ce bouquin pour la première fois, et bah pareil, la simplicité du dessin, on est sur quelque chose de presque minimaliste. J'ai adoré le chara design de Transparente. C'est chez Kurokawa. Et c'est Jun Ujino qui fait ce manga. Franchement, très très bonne surprise. Je crois que ça va être en 4 tomes. Donc c'est pareil, c'est pas un truc. On va pas rester comme, je sais pas, du Terraform Mars sur 22 tomes avec des hors-séries et machin. Là, on est sur 4 tomes, ça se lit facilement. Franchement, ça va super vite à lire. On suit une jeune fille qui peut se rendre transparente parce qu'elle a clairement une vie pourrie, quoi. C'est-à-dire que son père la frappe, sa mère fait pas forcément grand-chose. À l'école, elle n'a pas l'impression que les gens s'intéressent vraiment à elle. Et du coup, ça la touche tellement tout ça qu'elle arrive à se rendre transparente. Et de là, va se passer des choses avec son père, avec sa famille, puisqu'elle peut les voir sans être vue. C'est génial. Franchement, regardez-le. Elle n'a pas beaucoup d'amis, mais grâce à ce qu'elle a pu faire en se rendant transparente, elle va découvrir que finalement, elle peut avoir une vie sociale. C'est vraiment pour moi une découverte et j'attends le tome 3. J'aimerais qu'il sorte le plus vite possible. Le tome 3 sort le 10 septembre, comme October Faction. Alors quand je vais sortir du Renard Doré, je vais le lire tout de suite, je pense. Donc le 10 septembre, je passe le pas de porte du Renard Doré et dans ma main, je le dévore sur le banc qui est en face. Et en film, bon, je vais pas faire quelque chose de très original. En film, j'attends Wonder Woman 1984. Alors, les films d'ici, je suis quand même pas fan. En tout cas, pas depuis longtemps. J'avais bien aimé les Nolan, forcément, surtout le Begin. Alors je sais que tout le monde préfère le Dark Knight. Moi j'ai préféré le Begin parce que je trouve que c'est la première fois, en tout cas au cinéma, qu'on revient vraiment sur les débuts de Batman et je trouve que c'est vraiment cool. En plus j'adore le personnage de Ra's al Ghul. Pour moi c'est le meilleur et j'aime aussi surtout les Batman de Burton. Une ambiance totalement différente. Michelle Pfeiffer est génialissime en Catwoman. Le pingouin dans le Batman le défi là. Batman le défi, vraiment génial. Le pingouin, Michelle Pfeiffer en Catwoman, c'est vraiment top. Depuis, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup mieux, même si comme je disais, le Begin est très très bien. J'ai pas envie de parler de Ben Affleck, voilà, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie de parler des Justice League, parce que franchement, c'est bâclé. J'ai pas envie de parler de tous ces films Green Lantern, machin, Green Lantern, non mais. Bref, le premier Wonder Woman, ça avait pas été le pire, on est d'accord, mais c'était pas top non plus. J'aime pas la lire déjà, Wonder Woman particulièrement. Je sais pas pourquoi je m'inflige d'aller voir tous les films inspirés des comics. Je le fais, à chaque fois que j'y vais, je suis déçu. Et j'espère que là, en fait, j'y vais en espérant avoir une agréable surprise. Alors, je l'ai eu avec Logan, qui était génial. Je l'ai eu avec le Spider-Man Miles Morales, le Spider-Man de Sony, qui était une pépite, ce film. C'est un animé, il est plein de couleurs, il est pop, il est plein de... Bon, bref, on parle pas de ça là, je l'avais adoré. Et donc j'attends d'avoir encore une surprise comme ça de chez DC. Et bah, j'aimerais bien que Wonder Woman 84 fasse ce travail-là. J'ai peur que ce soit pas le cas, on va pas se mentir, même si Cheetah, j'aimerais bien voir à quoi elle va ressembler. Et voir surtout la profondeur du personnage, si j'arrive à faire quelque chose de sympa, ou si ça va être kitsch, parce que bon, dans ce cas-là, je regarde le livre de la jungle, quoi. Il sort le 30 septembre 2020. C'est Patty Jenkins qui le réalise. Elle avait déjà fait d'autres choses, hein. Elle avait déjà fait le premier Wonder Woman, si je ne m'abuse. D'ailleurs, le Wonder Woman 3 est déjà lancé, hein. En tant que réalisatrice, elle a fait des épisodes. Elle a surtout fait de la série. Puis en fait, elle a fait Wonder Woman. Voilà, elle a fait que Wonder Woman. Après, le reste, c'est de la série. Bon, on va voir ce que ça donne. Franchement, toujours la même actrice. Alors tout le monde est en extase devant elle. Moi, pareil, me laisse ni chaud ni froid. Je trouve pas qu'elle incarne réellement Wonder Woman. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, je l'attends parce que ça sort du comics. J'irai le voir certainement le jour de la sortie ou même avant s'il y a une avant-première. Parce que ça sort du comics. Clairement, je suis pas le plus emballé du monde pour aller voir ça. J'attends toujours un Spawn par exemple, qui pourrait être quelque chose de vraiment beaucoup plus intéressant. J'attends quelque chose peut-être du même style que Logan,
où on suit pas forcément une histoire sur 20 épisodes comme ils ont fait avec Avengers, Iron Man, Captain America et tout. Et pourtant, bah voilà, il y a un fond qui est quand même vachement plus important, il y a des personnages un peu plus brisés, il y a, il y avait quelque chose de particulier, un univers particulier, une imagerie particulière. C'est pas des effets spéciaux dans tous les sens, même s'il y en a, mais c'est pas des batailles dans tous les sens ridicules où ça vole partout, la caméra elle nous fait mal à la tête. Et là j'ai peur que le Wonder Woman ce soit ça, où finalement on va encore avoir ce foutu mal de crâne, la tête qui tourne, parce que la caméra elle va aller dans toutes les directions, et il n'y aura pas d'histoire quoi, elle va se taper avec Cheetah et point quoi. J'attends, ça se trouve je me trompe, j'espère tellement me tromper et avoir une bonne surprise. Je vous dirai ça quand ça sortira, puis on verra ensemble un petit peu. Et ben voilà, on va terminer sur ça, sur la boîte de chocolat en tout cas, on va terminer là-dessus. Je vais vous faire une petite recommandation. Je vais finir l'émission à chaque fois sur les recommandations. Allez, le Floodcast ils le font, je vois pas pourquoi je le ferai pas. Donc une petite reco. Allez voir sur Twitch, pour ceux qui ont Twitch, allez voir Hughes. C'est vraiment hyper cool. Le mec fait un journal du jeu vidéo tous les matins, du lundi au vendredi, de 10h30 à 13h30, parfois un petit peu plus. Alors lui, il parle du jeu vidéo. Alors moi ici, je parle pas forcément de jeux vidéo parce que franchement, à part les jeux Batman, Assassin's Creed et Skater XL qui vient de sortir, parce que oui, je fais du skateboard, je joue pas plus que ça. En tout cas, je suis pas un geek du jeu vidéo comme je pourrais être un geek du comics. Lui, en tout cas, il en parle bien. Il est sympa, il a une commu super cool. À la base, il est journaliste. Ce Hughes, qui s'appelle Hugo dans la vraie vie, il est journaliste. Il a travaillé notamment chez Japan FM. Là, il a fait sa chaîne sur Twitch. Et franchement, c'est hyper agréable. C'est bon enfant. Il nous met de bonne humeur pour commencer la journée. Donc sur Twitch, H-I-U-U-G-S, Hughes. Je vous en supplie, allez voir sa chaîne, c'est vraiment top. Et voilà les copains, on arrive à la fin de ce podcast. Je sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir, je sais pas quand est-ce que vous êtes en train de l'écouter. En tout cas, je suis super content que vous l'ayez écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller mettre une note, à aller mettre des petites étoiles, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Apple Podcast, tout ça sur Spotify. Et sur ces bonnes paroles, mes petits geeks et mes petites geekettes, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao.